Il y a une idée très répandue, une sorte de conviction, chez beaucoup de francophones liés à Israël. C'est l'idée que, voilà, ici, on est totalement à l'abri des droits de succession. C'est une croyance vraiment tenace, mais c'est aussi et surtout une erreur de jugement qui peut coûter une véritable fortune. On va donc déconstruire ce mythe ensemble et surtout explorer les pièges fiscaux qui se cachent derrière, que ce soit en Israël ou à l'international. Alors, on va aller droit au but. La question que tout le monde se pose, elle est simple, elle est directe. Est-ce qu'on paie, oui ou non, des droits de succession en Israël? La réponse, on pourrait la croire évidente, mais en réalité, elle cache une complexité assez inattendue. Bon, la réponse courte, c'est non. Effectivement, il n'y a pas d'impôt direct sur les successions en Israël. On pourrait se dire, fin de l'histoire, super, mais loin de là. Ce mais, il est énorme, parce que si l'impôt n'existe pas sous cette forme-là, le fisc israélien, lui, il a d'autres moyens de récupérer sa part. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Et ce piège, le principal, en tout cas en Israël, ce n'est pas un droit de succession classique. C'est un impôt sur la plus-value immobilière, ça s'appelle le mas shevash. C'est un impôt qui se déclenche quand on vend un bien immobilier qu'on a reçu en héritage, et croyez-moi, il peut représenter des sommes absolument considérables. Alors, comment on fait pour y échapper? Eh bien, il existe une exonération, heureusement. Mais attention, ces conditions sont, disons, draconiennes. Il y a 3 critères, et le mot-clé ici, c'est cumulatif. Ça veut dire que si un seul de ces 3 critères n'est pas rempli, c'est terminé, l'exonération saute. Et comme on va le voir, c'est très souvent la deuxième condition, celle du patrimoine, qui fait tout basculer. Pour que ce soit bien concret, prenons une histoire, l'histoire de Jacob et Rebecca. C'est un cas très classique. Ils possèdent leur résidence principale et à côté, un petit appartement qu'ils mettent en location. Ils pensent avoir tout bien préparé pour leurs enfants, mais ils ont oublié un tout petit détail qui va absolument tout changer. Au décès des parents, les enfants héritent donc des 2 biens, et ils décident de les vendre. Et là, c'est la douche froide. La surprise est brutale. Puisque Jacob et Rebecca possédaient plus d'un appartement, la condition numéro 2 n'est pas remplie. Résultat, pas d'exonération. La facture fiscale tombe et elle est de 125 000 €, une somme colossale, qui aurait pu être entièrement, totalement évitée avec une meilleure planification. Si la situation en Israël est déjà piégeuse, franchement, elle est presque simple quand on la compare à ce qui se passe à l'international. Dès qu'on a des actifs ou des héritiers qui se trouvent hors des frontières, le risque financier grimpe en flèche, de manière exponentielle. Les lois fiscales à l'étranger sont souvent bien plus agressives. En fait, chaque pays a sa propre logique, son propre taux, et bien sûr, ses propres pièges. En France, par exemple, les taux sont progressifs. Au Canada, il n'y a pas de droit de succession, mais un impôt sur la plus-value déguisée au moment du décès. C'est une véritable jungle fiscale où le patrimoine est attaqué de toutes parts. Prenons le cas des États-Unis. Pour un résident américain, l'abattement sur la succession, c'est des millions de dollars. Mais pour un non-résident qui possède des actifs aux États-Unis, ça peut être des actions, un bien immobilier, cet abattement s'effondre. Il tombe à seulement 60 000 $. C'est un piège redoutable et très peu connu. Au Royaume-Uni, c'est encore une autre logique. Là, c'est simple, c'est brutal. Un taux unique de 40% qui s'applique sur tout ce qui dépasse un abattement de 325 000 livres. C'est direct, c'est agressif et ça s'applique à tous les biens immobiliers sur le sol britannique, peu importe la nationalité du propriétaire. Et en France, le système est complètement lié au degré de parenté. Si les enfants ont des abattements et des taux relativement cléments, un héritier qui n'a pas de lien de parenté direct peut voir jusqu'à 60% de ce qu'il reçoit partir en fumée fiscale. Ça montre bien à quel point la structuration d'une transmission, c'est capital. Maintenant, retournons à la situation. Imaginons qu'on hérite d'actifs qui sont à l'étranger, tout en étant résident fiscal en Israël. On pourrait penser qu'on est à l'abri et que tout va bien. Mais c'est là qu'un deuxième effet boomerang se produit, et cette fois, c'est avec le fisc israélien. Le point absolument crucial à comprendre ici, c'est ce concept, le no step up. Dans beaucoup de pays, la valeur d'un bien est réévaluée au jour du décès, ce qui a pour effet d'effacer toute la plus-value accumulée. Mais pas en Israël. Ici, c'est simple. L'héritier entre dans les chaussures du défunt. On récupère l'historique fiscal complet de l'actif, y compris son prix d'achat d'origine, même s'il date d'il y a 30 ou 40 ans. Voyons ce que ça donne en chiffres. C'est encore plus parlant. Prenons un portefeuille d'actions. Il a été acheté en 1990 pour 50 000 $. Au moment de l'héritage, des décennies plus tard, il vaut 1 million. L'héritier, qui est résident fiscal israélien, le vend immédiatement à ce prix. Logiquement, on se dit qu'il n'a fait aucun gain personnel, non? Mais ce n'est pas du tout la logique du fisc. Pour le fisc israélien, l'histoire est complètement différente. À cause de cette fameuse règle du no step up, la plus-value imposable n'est pas de 0, pas du tout. Elle est calculée sur la base du prix d'achat de 1990. La plus-value qui sera taxée est donc de 950 000 $. Et voilà le coup de grâce. Sur cette plus-value, un impôt de 25% est appliqué.
Ça représente une facture de près de 240 000 $. Pour un héritier qui, je le répète, n'a en réalité tiré aucun profit de la vente depuis qu'il a hérité. C'est l'illustration parfaite et douloureuse de ce piège fiscal. Bon, face à de telles menaces, on voit bien que l'inaction n'est pas une option. Heureusement, il existe des outils puissants, pour structurer un patrimoine et protéger sa transmission. Il est temps de passer du problème à la solution. Alors, 2 outils principaux se distinguent vraiment, le testament et le trust, ou la fiducie. Le testament, c'est la base, l'outil essentiel pour dire qui reçoit quoi. Mais attention, un testament seul ne résout pas les problèmes fiscaux qu'on vient de voir. Il ne protège ni du mas chez vache en Israël, ni du piège de l'abattement américain. C'est là que le trust entre en jeu. Il faut l'imaginer comme une sorte de coffre-fort juridique qui sépare les actifs du patrimoine personnel. C'est un outil bien plus puissant. Il permet non seulement d'éviter les procédures de succession, qui sont souvent longues et coûteuses, mais surtout il offre une protection fiscale bien plus efficace. Pour des actifs internationaux, c'est souvent la seule solution pour naviguer dans cette jungle fiscale et s'assurer que le patrimoine est réellement transmis, et non pas absorbé par les impôts. Finalement, le message à retenir, il est là. Anticiper, planifier, ce n'est pas juste une formalité administrative, une dépense. C'est un véritable investissement. Un investissement pour protéger le fruit de toute une vie de travail, bien sûr, mais surtout un investissement pour assurer la tranquillité d'esprit de sa famille. Ignorer toute cette complexité de la fiscalité internationale, c'est un peu jouer l'avenir de son patrimoine à la loterie, en fait. Alors la question, ce n'est pas vraiment de savoir s'il faut agir, mais plutôt, sachant que la construction d'un patrimoine prend toute une vie, est-ce que sa protection, elle, ne devrait pas commencer dès aujourd'hui ?